de retour pour cette troisième partie, donc toujours avec Olivier Rounet, toujours sur Flaubert et la franc-maçonnerie et ce contexte historique particulier du 19e siècle. D'ailleurs, petite précision, parce que tout à l'heure on a parlé justement de l'Algérie dans sa colonisation. Il faut préciser, parce que ça c'est quelque chose, en ce moment il y a beaucoup de mythes, parce qu'on me dit souvent oh, mais il n'y a pas de franc-maçonnerie en islam et tout dans les pays musulmans. Oui. C'est absolument faux. C'est faux. Il y a de la franc-maçonnerie et le Grand Orient arabe existe. Le Grand Orient arabe existe. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, il y a une photo qui présente, qui est une preuve, donc qui date d'avant-guerre, Ouais. et qui nous montre la preuve, la véracité de ce Grand Orient arabe. C'est une grande loge, c'est la grande loge d'Égypte. Il va nous la montrer, je crois. Il est valais, CF santé, une seconde, il va nous la montrer. Ah si, il est grand, on le voit pas, il est derrière l'écran. Elle va passer, mais oui, et aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, en Égypte, ce sont les frères musulmans qui sont fondamentalement associés à ce Grand Orient arabe. Et alors là, on la voit, c'est une photo avant-guerre, alors on voit effectivement qu'on n'a pas affaire à des catholiques ni à des protestants, mais à des musulmans. On voit aussi le roi Farouk. Donc c'est le roi d'Égypte. Le roi d'Égypte. Alors s'il y a une histoire intéressante avec le roi Farouk Ier, c'est que c'est un descendant de Soliman Pacha. Soliman Pacha qui était l'homme le plus puissant du pays. C'est Flaubert qui le dit aussi. D'ailleurs, si vous voulez voir la biographie de Soliman Pacha, il suffit d'aller sur ma chaîne YouTube Gustave Flaubert, et vous verrez la biographie de Soliman Pacha. Et donc Soliman Pacha va se marier avec une famille princière, donc vous aurez le nom de sa femme sur sa biographie qui est présentée sur ma chaîne YouTube. Et dans sa descendance, eh bien, on va voir le roi Farouk Ier. Ça veut dire que le roi Farouk Ier était à moitié français, égyptien et français. Voilà. Et là, on a... là, on voit bien, là, donc... des frères musulmans en Égypte, donc ce sont des Égyptiens, et qui sont francs-maçons. Alors, il y a un lien très proche avec un rite maçonnique en France qui s'appelle le rite de Memphis-Misraïm, qui a été en quelque sorte initié par Cagliostro, donc ce célèbre Joseph Balsamo, et qui rite unifié par Garibaldi, qui va unifier à la fois Misraïm et Memphis, et qui va créer ce rite de Memphis-Misraïm. Et derrière ça, eh bien, on a aussi les Coptes, qui... donc les chrétiens d'Orient, il n'y a pas que des musulmans, et qui, en quelque sorte, sont associés aux frères d'Héliopolis. Alors les frères d'Héliopolis, c'est quoi ? Eh bien, c'est Cancelier, c'est Fulcanelli, c'est aussi le mystère des cathédrales, enfin l'univers de l'alchimie. De l'alchimie, tout à fait. Voilà. D'accord. Bon au moins, les choses sont claires. Ceux qui ne pensent qu'il n'y avait pas de franc-maçonnerie. Là, il y a une photo, la photo est là, et rend cette idée incontestable, effectivement, il existe. Et que c'est une franc-maçonnerie, même dans les pays arabes. Voilà. Oui, même en Turquie, partout. Voilà. C'est d'ailleurs un Atatürk bien connu pour être franc-maçon lui-même. Oui. Alors, prendre des questions... des métanotes, on me dit par exemple qui touche les droits d'auteur de Flaubert aujourd'hui quand l'éducation nationale exige que les étudiants achètent ces bouquins. Alors, il n'y a plus de droit d'auteur sur Gustave Flaubert, donc au bout du compte, quand on achète, là c'est dans le domaine public, et donc quand on achète un livre, on paye c'est l'éditeur qui... C'est l'éditeur. C'est l'éditeur. Voilà, tout simplement. Donc, choisissez bien votre éditeur. Après, on me demande, la franc-maçonnerie a toujours été l'église de Satan, ou est-ce encore une bonne chose à la base qui a été pervertie ? Est-ce que c'est vraiment une influence satanique au départ, ou alors ça a été récupéré ? On va prendre un exemple simple. Vous avez une paire de ciseaux. Une paire de ciseaux, c'est un outil. Alors, vous pouvez, avec cette paire de ciseaux, couper un papier ou tuer quelqu'un. Voilà. Donc, effectivement, quand on regarde les rituels initiatiques de l'Église de Satan, eh bien, les procédés initiatiques sont similaires à la franc-maçonnerie du Grand Orient de France,
et d'autres. Hein. Donc, en fait, on s'aperçoit que c'est un outil qui permet l'élargissement du champ de conscience. Et après, c'est utilisé à bon ou à mauvais escient. D'accord. Alors, on me demande si les francs-maçons étaient les héritiers des Templiers. Est-ce qu'on peut faire une correspondance entre justement... Alors, on a parlé tout à l'heure justement des ordres chevaliers. Voilà. Bah, la franc-maçonnerie est fondamentalement issue de la chevalerie. Et donc, entre autres, de l'ordre du Temple, hein, et tout particulièrement de la stricte observance templière. Mais elle est issue aussi de toute la doctrine ésotérique chrétienne qui était en quelque sorte transmise à travers les différents ordres de chevalerie qui étaient au service du roi. Donc pour monter à Dagobert, etc. D'accord. Les hospitaliers, voilà. etc. Les Templiers. Ils étaient très nombreux. Voilà. Et ils étaient tous déjà aussi au départ liés quand même aussi à des activités financières. Ça, tout à fait. Ça, c'est très important. Ça. Et en parlant de la doctrine intellectuelle, hein, cette doctrine est associée au blason. Le blason est fondamentalement un point de singularité de l'enseignement maçonnique. Hein. Donc le blason est associé au nom des grandes familles. Voilà. Alors évidemment la banque, via l'ordre du Temple, est aussi un élément du système. Hein. À l'époque, ça permet les Templiers garder l'argent du pèlerin qui allait à Jérusalem et qui récupérait son argent. Ça s'appelle un réseau, ça s'appelle un système social, un concept d'organisation sociale. C'est un moyen de contrôler, de diriger et de mettre en place des idées politiques ou de faciliter telle ou telle chose. Ça aussi, ça. Donc on peut dire que les francs-maçons sont les héritiers un peu des Templiers, ça paraît. On peut dire que effectivement, il y a un héritage templier en maçonnerie. Tout à fait, tout à fait. Oui. Alors on me dit quelle est l'importance historique de la France pour cette organisation ? A-t-elle été un berceau exportateur ou un pays parmi d'autres ? C'est-à-dire, est-ce que la France a été un haut lieu justement de cette franc-maçonnerie qui a permis sa diffusion C'est comme je disais, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un outil qui permet de donner aux dirigeants, donc que ce soit des familles royales, que ce soit un empereur ou que ce soit un président de la République, c'est un outil qui permet de savoir ce qui se passe dans le pays. Hein. C'est un outil qui permet aussi, parce que les informations remontent, hein, de prendre des décisions politiques pour pouvoir faire au mieux, hein, étouffer des révoltes, prendre des initiatives, créer des lois, etc. etc. Hein. Ça sert, c'est un outil. Hein. Donc, cet outil a été utilisé sous différents auspices. Hein. À une époque, aujourd'hui c'est la franc-maçonnerie, mais hier c'était autre chose. Et c'était aussi Éleusis, c'était aussi différents rites. Hein. Il y a le professeur Lozakmer donne une belle définition sur la mystique de ces mouvements. Il parle de gnose transhistorique, mais ce n'est pas qu'un système sacerdotal, c'est aussi un système de contrôle du pays. Hein. C'est d'une république, d'un empire, une royauté. C'est pour ça que, par exemple, tout à l'heure, on en a passé à la pause des images qui montraient une cérémonie en Afrique. L'Afrique, elle, est aussi, alors là, du nord au sud, complètement maçonnisée. Tous les présidents africains sont francs-maçons, ils ne cachent pas leur appartenance. Et d'ailleurs, ils sont souvent les chefs de loge dans leur propre pays. Hein, oui. Oui, mais en même temps, ça s'explique. Hein, je retrouve ce que je viens de dire à l'instant. Hein. En étant au patron de la maçonnerie dans son pays, en ayant un réseau, une toile d'araignée étendue sur tout le pays, on sait ce qui se passe. Donc, quand on sait ce qui se passe, on peut savoir qui est dangereux, qui est subversif, qui va pouvoir aider le pays, qui
fait quoi? Qui fait quoi? Et à partir de là, eh bien, on gère, on agit selon des informations politiques, les informations, hein, c'est le renseignement, hein, c'est un service de renseignement. Hein, et à partir de là, il y a des actions qui sont menées. Alors, si le gouvernement est corrompu, bien évidemment, tout le réseau est corrompu. Voilà. Oui, en plus, comme le chef du réseau, le chef du gouvernement, c'est un peu pratique. Alors, on me dit, prête-t-on trop d'importance à la franc-maçonnerie? Est-ce qu'ils ont l'influence qu'on leur prête, ou justement, peut-être qu'on leur prête pas assez d'importance alors que je répète ce que je viens de dire, c'est pas une affaire d'importance, c'est un outil. Hein, donc, la franc-maçonnerie, en tant que telle, a un rôle qui est proportionnel à celui qui dirige. Celui qui dirige va l'utiliser soit dans un sens, soit dans l'autre. Hein. D'ailleurs, il y a un paradoxe avec le mariage pour tous. Hein. Le président de la République sait très bien, via, entre autres, ce réseau maçonnique, que c'est une aberration de faire passer cette loi, puisque ça va à l'encontre du plus grand nombre. Bien, malgré tout, il va faire passer la loi. Donc, ça peut servir, hein, mais en même temps, peut-être que derrière, il y a des volontés politiques qui vont contrarier le peuple, parce que ce qui compte, ce n'est pas, au bout du compte, l'intérêt du peuple, mais l'intérêt d'une politique, du dirigeant. Hein. Donc, en tant que telle, la maçonnerie, s'il n'y a pas un pouvoir qu'elle va servir, ben ça n'est rien, hein, ça n'existe pas. L'intérêt de la maçonnerie, aujourd'hui, elle est associée au pouvoir. C'est le pouvoir qui l'utilise. Voilà. C'est pour ça que dans l'histoire mariage pour tous, dans cette affaire, on a vu tous les pays au même moment proposer la loi. Parce oui, que donc ça veut dire qu'il y a un consortium international, hein, et qu'on se moque de l'intérêt général, et même en ayant l'information, hein, parce que le président de la République avait l'information qu'a priori la pilule passerait mal, parce qu'il a à son service la franc-maçonnerie. Hein. La franc-maçonnerie ne peut pas être hors la loi. C'est pas possible. Hein. Elle est dans le sens de la loi. D'ailleurs, pour être franc-maçon, il ne faut pas avoir de casier judiciaire. Il faut être libre et de bonnes mœurs. Hein. Donc, malgré l'information qu'il a eue de l'opposition du peuple quant au passage de cette loi, il l'a quand même fait passer. C'est-à-dire qu'il y a des volontés politiques qui ne sont pas en faveur du plus grand nombre. Hein, malgré, et à partir de là, on peut se poser la question de la validité d'un quelconque humanisme au sein de la franc-maçonnerie. Hein, la franc-maçonnerie n'est pas faite pour être humaniste, elle est faite pour être au service d'eux. D'accord. C'est un peu ce que nous disait d'ailleurs Thierry Messant, qu'on avait reçu pour parler de la franc-maçonnerie. Il disait que c'était une coquille vide, et c'était tout ce qu'on mettait, voilà, qui dirige, et c'est ça qui allait faire la chose. Il disait la même chose. Alors, on me dit aussi, les Russes ayant récupéré les archives de la franc-maçonnerie qui étaient à Paris lors de la Seconde Guerre mondiale, ceux-ci n'ont pas de secret les concernant qu'ils pourraient utiliser contre eux. Et il met la source. C'est une source France Inter. Voilà. Il y a une franc-maçonnerie russe, hein, c'est toujours le même principe. Mais ils auraient des archives de la franc-maçonnerie qui était à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale. De toute façon, à partir de là, comme c'est un réseau de renseignement, on peut imaginer qu'ils ont accès à tout. Hein, quand j'ai parlé tout à l'heure de Grossier, hein, qui donne les noms des francs-maçons à la police de Pétain, voilà quoi, hein, parce qu'il n'a pas le droit, en tant que grand maître du Grand Orient, il ne peut pas être hors la loi. Donc si la loi sait de supprimer la maçonnerie, ils sont obligés de donner les noms, de faire allégeance, parce que ce ne serait pas dans les règles, hein, de la franc-maçonnerie. Et donc, à partir de là, de toute façon, on est sur un effet réseau, donc la maçonnerie russe, la maçonnerie du Grand Orient arabe, la maçonnerie du Grand Orient de France, la maçonnerie d'Angleterre, etc. Même s'il y a des luttes internes pour
prendre le contrôle du réseau, l'information circule. Voilà, là on voit les images par exemple d'Africains qui font une cérémonie maçonnique. C'est un peu un mélange des genres, des fois on a l'impression. Alors, on me dit, les chevaliers du Temple et l'ordre du Temple, les héritiers de Jacques Molay, ils sont toujours présents en tant que Templiers, indépendamment des autres sociétés secrètes. Il y en a qui disent ça, que les Templiers aujourd'hui forment une société secrète. Oui, alors moi j'ai très bien connu le grand maître de l'ordre du Temple, qui était aussi franc-maçon, martiniste, etc. etc. Il n'y a pas vraiment d'autonomie dans la mesure où l'organisation... Il faut savoir que toute association de loi de 1900 est contrôlée par la police. Et au sein... et ces organisations sont reliées entre elles. Et il n'y a pas vraiment d'autonomie de l'ordre du Temple, il y a la franc-maçonnerie, il y a ceci, il y a cela. On est dans un effet réseau. C'est comme les réseaux d'affaires. Vous êtes dans le club commercial de votre ville, eh bien, par rapport à l'effet réseau, vous allez vous retrouver dans le club commercial qui rayonne un peu plus grand, et puis à partir de là, vous allez vous retrouver à Paris, au siècle, entre autres. Il y a un réseau, et un effet réseau. Et l'effet réseau, c'est qu'un réseau interpénètre tous les réseaux. Et la franc-maçonnerie, ainsi que différents mouvements annexes, sont liés par l'effet réseau. D'accord. Alors on me dit, tous les grands écrivains dont vous avez parlé, qui s'avèrent être francs-maçons, ne sont-ils pas justement reconnus de nos jours pour leur appartenance à la franc-maçonnerie, alors que d'autres tout aussi talentueux sont tombés dans les oubliettes de l'histoire? Bah, tout à fait, tout à fait. Oui, c'est un peu étonnant que c'est vrai que c'est quand même les noms principaux, quoi. Je veux dire, quand on cite, de Alexandre Dumas, Chateaubriand, Balzac, Georges Sand, Baudelaire, là, comme on dirait, c'est la crème de la crème, quand même, quoi. Et donc, elle peut avoir raison que, franchement, il y en aurait d'autres, finalement. En fait, je pense que l'œuvre majeure de la littérature française se trouve aujourd'hui dans les manuscrits. C'est-à-dire que celui qui a le flair et qui va commencer à chiner dans les manuscrits va trouver des trésors. Ouais. Alors, on me dit, que pensez-vous de l'intérêt qu'a la franc-maçonnerie pour l'alchimie? Alors, l'origine de la franc-maçonnerie est fondamentalement l'alchimie. L'origine... on ne va pas remonter à l'aube des temps, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les Stuarts. Les Stuarts sont détenteurs d'une connaissance alchimique. D'ailleurs, il y a une série, un film qui a été monté par rapport à cette réalité historique, c'est les Highlanders. Les Highlanders, entre autres, le héros est un Écossais. Ouais, tout à fait. Et donc, c'est inspiré un peu de cette théorie. Donc, l'immortel, c'est quoi? C'est la pierre philosophale, c'est celui qui accède à l'immortalité, celui qui découvre la pierre philosophale. Et effectivement, l'alchimie est associée à la franc-maçonnerie via la médecine, parce que l'alchimie est associée à la médecine. La médecine, c'est quoi? C'est la chirurgie, c'est la pharmacopée, et c'est la magie. Donc ça vient d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate. Et Hippocrate, il a appris la médecine où? Il a appris en Égypte, à Alexandrie. Voilà. Donc, on voit la filiation. Et le point central de la franc-maçonnerie, c'est la médecine et donc l'alchimie à la base, et la recherche de la pierre philosophale. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit, et ça c'est que ceux qui tiennent les clés de la maçonnerie se comptent sur les doigts de la main. C'est ce que dit Flaubert, 300 ou 400 par siècle. Et que le plus grand nombre est à l'écart, on parle de la franc-maçonnerie, est à l'écart du secret, du réel secret maçonnique. C'est-à-dire que sur 100 maçons, il y en a un. Il y en a un, en fait, qui a une réelle et encore, on pourrait peut-être même dire 0,5. C'est une partie infime. Alors, on me dit, que pouvez-vous nous dire sur les liens entre la franc-maçonnerie et la philosophie des Lumières,
Alors, c'est très intéressant, parce que le rite de Gustave Flaubert, c'est le rite écossais philosophique. Hein, donc, il y a un lien avec le mot philosophie, sauf que ce lien, via l'alchimie, devient philosophal. Et si on reste de manière puriste, sans faire de politique, via la franc-maçonnerie, on est sur une recherche philosophale et non pas philosophique telle qu'on l'entend aujourd'hui. Alors, sur les philosophes des Lumières, qui faisaient partie pour la plupart de l'élite du pays, il y avait certainement une arrière-pensée politique. Et oui, ça a dû inspirer la franc-maçonnerie. Mais en même temps, à l'époque de Louis XV, le contrôle de la maçonnerie ne voyait pas forcément d'un bon oeil les philosophes tels qu'on les entend aujourd'hui. Hein. Et il y a un épisode absolument extraordinaire là-dessus, c'est qu'on voit dans le film Ridicule. Ouais. Et dans Ridicule, à un moment donné, on a ce curé là qui est un peu intrigant, hein, un intrigant, qui à un moment donné fait un discours devant le roi, et le roi, il commet une erreur, le roi se lève, et lui dit « Ah, encore un philosophe !» Et le gars est banni de la cour parce qu'il a commis une erreur. Et il faut savoir que le roi était franc-maçon. Donc, il y avait des philosophes, tels qu'on l'entend, hein, la philosophie des Lumières, mais le rite monarchiste était le rite écossais philosophique, mais il faut l'entendre de manière philosophale, et non pas philosophique comme on l'entend la philosophie d'aujourd'hui. Ouais. Alors, autre question, alors, bon, celle-là je ne l'ai pas comprise. On me dit les couleurs maçonniques bleu, blanc, rouge sont-elles inspirées des couleurs alchimiques noir, blanc, rouge? Ouais. Alors, il y a un lien, effectivement. Bon, là, on est dans l'hexagramme. Hein, vous avez l'hexagramme, c'est l'étoile de David, hein, l'hexagramme qui correspond au dodécaèdre. Donc, vous avez l'hexagramme en 2 dimensions, c'est l'étoile de David. C'est une projection que l'on doit matérialiser en 3 dimensions. Effectivement, autour de cet hexagramme, on a toutes les gammes des couleurs. Donc l'alchimie étant de permettre la création de quelque chose, d'une harmonie philosophale, hein, associée aux couleurs, aux sons, au moment. Enfin, c'est toute une science. Hein. Alors oui, il y a un lien entre toutes les couleurs. Hein, et, on est dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors le bleu, blanc, rouge a ceci de particulier qui est associé au mitraïsme et au lever du soleil jusqu'au coucher. Alors il y a aussi cette photo qui est très intéressante, qui est derrière le livre. Ouais. On voit que effectivement c'est lié aussi à la chaleur, à des lois naturelles qui touchent tout le monde, hein, et qu'on retrouve effectivement ici sur le costume de Gustave Flaubert. Hein, vous voyez, hein, bleu, blanc, rouge et orange. Là, il nous met la Tour Eiffel. Alors, la Tour Eiffel, alors, la Tour Eiffel, Gustave Eiffel aussi était franc-maçon. Ah bah, est-ce qu'on peut imaginer que la Tour Eiffel, ça symbolise une pyramide? Ah, ça, j'en sais rien. Non. Parce que c'est quand même extraordinaire que les 2 monuments les plus emblématiques pour la France et les États-Unis d'Amérique, c'est la Tour Eiffel et la Statue de la Liberté. Et ces 2 monuments qu'on pourrait dire d'inspiration maçonnique. Bah oui, parce que la tête de la Statue de la Liberté, c'est une divinité mitraïque. Voilà, c'est une divinité mitraïque, donc qui apporte la lumière. En plus, il y a tout le concept porteur de lumière, Lucifer, etc. Exactement, oui. Alors, il y a un truc très intéressant par rapport à Lucifer, c'est alors là, on est dans la construction des cathédrales, et souvent, entre autres à Rouen, on a le gros horloge. Alors, le gros horloge, c'est quoi? Alors, c'est une espèce de passage, comme ça, un arc. Vous avez au milieu du gros horloge une horloge astronomique. Une horloge astronomique. Le mécanisme de cette horloge astronomique se trouve dans une tour. Et cette tour est associée à Marie-Madeleine. Alors, au pied de la tour, vous avez une source. Et, évidemment, la tour,
dirigé vers le ciel. Bon, ça, le mécanisme est à l'intérieur de la tour. Alors la tour, c'est Marie-Madeleine, c'est aussi le féminin. Hein. Le royaume souterrain associé à Lucifer, au porteur de lumière, et le ciel. Et qui va transmettre la bonne nouvelle aux apôtres via la résurrection du Christ? C'est Marie-Madeleine. Donc, tout ce processus du sacré, donc, qui relie la terre au ciel, donc la victoire de la vie sur la mort, associée à la personnalité du Christ, on la retrouve dans ces architectures sacrées, avec la tour de Magdalène, hein, qui est associée à cet événement où le Christ se présente à Marie-Madeleine, elle va pour le toucher, il lui dit « ne me touche pas », et il lui donne cette mission de transmettre aux apôtres sa résurrection, et à partir de là, les apôtres reçoivent la lumière. Alors, il faut savoir que la première personne qui va rencontrer le Christ après sa résurrection, c'est sa mère. Hein? Et on retrouve cette idée, d'ailleurs, dans le nom des loges, des premières loges, hein, on ne parlait pas de loge-mère, mais on parlait de mère-loge. Hein, mère-loge. La mère, on la retrouve aussi sur cette tour de Magdalène. Hein, d'où cette idée qu'a priori, il y aurait une mère associée au Christ. Donc là, on retrouve aussi Rennes-le-Château, on retrouve et tout cet univers mystique que Flaubert maîtrisait parfaitement, est associé au féminin. Hein, et on retrouve ça dans les architectures sacrées. Donc Lucifer, maître du monde souterrain, hein, et la victoire sur la mort, et Marie-Madeleine qui est cette personne qui va être le lien entre la bonne nouvelle et la diffusion de cette bonne nouvelle. Donc le Christ sauve le monde en utilisant une femme, la mère. Voilà. Alors, on me demande si il était exact que les Illuminés de Bavière ont fait tuer l'archiduc François Ferdinand pour démarrer la Première Guerre mondiale. Alors là, c'est tout à fait possible. Parce qu'il y a des informations dans ce sens, hein, parce que oui, celui qui avait tué l'archiduc, il semblait-il, était la secte des Illuminés, hein, est associée à un mouvement alchimiste qui est bien antérieur à Adam Weishaupt. Hein. Elle est associée à l'origine de la franc-maçonnerie. Hein. Cette franc-maçonnerie reconstruite par Louis XV, elle est à Marseille, donc la mère loge de Marseille, mais elle est aussi à Avignon, où il y a les Illuminés d'Avignon, et les Illuminés de Bavière, et les Illuminés en Italie. Et tout ça est associé à la franc-maçonnerie. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y a infiltration des Illuminés via la maçonnerie, puisque c'est un seul et même réseau. D'accord. Parce que le tueur de l'archiduc faisait partie d'une société qui s'appelait la Main Noire. Oui, bah alors après on est sur les Carbonari, on est sur toutes ces sectes révolutionnaires qui, pour déclencher la guerre, s'organisaient correctement. D'ailleurs, George Sand en parle, hein, en parlant de la secte des Illuminés, d'ailleurs. Hein, elle dit, hein, ceux qui font la guerre, la paix, qui châtient les méchants, qui récompensent les gentils, etc. Bon, c'est dans Consuelo, ce roman de George Sand. Hein. Il suffit de lire ce roman, pas la peine de chercher des sites complotistes. Un livre de George Sand, Consuelo, et tout ça, vous l'avez. Vous l'avez aussi. Ça sert à rien de citer des sites complotistes. Il suffit de prendre la littérature française. Alexandre Dumas, Balsamo, George Sand, Consuelo. Déjà, vous avez deux ouvrages où tout est écrit. Alors, justement, on me demande quels sont les liens entre la franc-maçonnerie et la banque. Ils sont intimes. Ils sont très étroitement liés. Ouais. Surtout avec l'industrie, surtout avec ce qui s'est passé dans l'histoire de France. Quand les Rothschild payent la dette de la France après la guerre de 70, ils prennent le contrôle. Ah oui, parce qu'après d'accord. Après la guerre de 70, la France doit signer la paix avec l'Allemagne, et dedans, évidemment, il y a l'industrie et la banque, quand elle devient
le patron, hein, elle prend le contrôle du réseau. Hein. Alors, si demain, on se retrouve avec un autre mode politique ou une autre forme de pouvoir, ce sera ce pouvoir qui prendra le contrôle. Mais aujourd'hui, oui, puisqu'on le sait, c'est l'argent qui dirige, hein, oui, c'est la banque qui a pris le contrôle du réseau. Et on l'a déjà avec cette histoire qui apparaît après la Première Guerre mondiale, qui correspond d'ailleurs à cet événement où les archives du père Enfantin sont accessibles au public, à ce moment-là, parce qu'avant c'était gardé secret. On a ce mode oligarchique qui s'appelle, ce mode politique oligarchique qui s'appelle la synarchie d'empire, et la synarchie d'empire, c'est ça, c'est la banque. Et là, on peut aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas le contrôle de la franc-maçonnerie, c'est le contrôle de tous les réseaux. De tous les réseaux. Le système synarchique contrôle tous les réseaux. Parce que grâce à l'argent, grâce à la banque, elle peut financer, organiser, diviser, rassembler. Enfin, on me dit pourquoi les francs-maçons attachent-ils tellement d'importance aux civilisations anciennes, particulièrement l'Égypte, hein, en fait. Ils sont très, évidemment, on voit qu'il y a une fascination même pour l'Égypte ancienne. Ouais. Alors, Mithras, c'est perse, hein, Mithras. Voilà, là c'est perse, mais on peut aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, c'est une théorie qui a été mise en place par Cheikh Diallo, je crois que c'est ça. Oui, Cheikh Diallo. Les pharaons noirs. Ah non, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, voilà. J'avais un petit Cheikh Anta Diop, mais en avant une théorie qui était soutenue entre autres par les chercheurs qui ont accompagné Napoléon Bonaparte en Égypte. C'est que au-delà de la civilisation égyptienne classique, il y avait une civilisation antérieure située en Éthiopie et associée aux pharaons noirs. Donc on est sur et d'ailleurs il y a un monsieur qui s'appelle Dabadi, hein, qui a fait des recherches, il suffit de regarder sur Google, hein, Dabadi, il passera 12 ans de sa vie en Éthiopie, justement pour aller rechercher les origines de la civilisation. D'accord. C'est pas l'ancêtre à Jean-Loup. Non. Je rigole, c'est il y a un château qui s'appelle le château d'Abadia, qui est sa demeure, d'ailleurs qui a été construite sur les plans de Viollet-le-Duc. Ah, encore un franc-maçon, celui qui a refait Notre-Dame, etc. Tout à fait. Voilà. Quelqu'un de très influent. Alors on me dit, Monsieur Rounet, la maçonnerie a tissé aujourd'hui un réseau plus qu'influent. Premièrement, est-ce une spécificité ou exclusivité française, incluant la France, Afrique? En gros, trouve-t-on des maçons dans le monde entier? Est-ce que c'est... Parce qu'aujourd'hui, la toile, elle est... comme je disais, c'est un outil. Donc, elle est utilisée par pratiquement tous les gouvernements. Hein, on retrouve dans tous les pays du monde. Voilà, dans tous les pays du monde, tout à fait. Et donc, oui, partout. Et si ce n'est pas un réseau maçonnique, ce sera un réseau qui portera un autre nom. Mais le réseau est important pour le pouvoir. Un réseau secret est essentiel, parce que ça permet de savoir ce qui se passe. Ça permet d'être au courant et d'agir. Donc, oui, la maçonnerie, qui est un réseau qui fonctionne, est au service des États. Voilà. Donc on ne peut pas vraiment parler de complot maçonnique, puisque ils sont au service des États. Le complot ne peut se passer qu'à l'intérieur du réseau, à travers des batailles de pouvoir, et éventuellement, c'est là où il peut y avoir un complot, à l'intérieur de la franc-maçonnerie. Mais en tant que telle, la maçonnerie ne peut pas faire de complot, puisqu'elle est au service du dirigeant, du roi, de l'empereur, etc. D'ailleurs, la déclaration de Hollande, c'était oui, on ne peut pas diriger la France. Sans la franc-maçonnerie. Sans la franc-maçonnerie, on peut pas diriger la France. Diriger la France. Et au bout du compte, c'est vrai, oui. Il valide tout ce que je viens de dire. On ne peut pas diriger la France sans la franc-maçonnerie, tout à fait. On me demande, c'est quoi leur but ultime quel est le but ultime de la franc-maçonnerie? On a bien compris qu'il y avait transformer, modeler la société, effectivement. Alors, je ne sais pas à quelles règles ils obéissent, je ne suis pas dans le secret, mais on voit bien qu'il y a une volonté, effectivement, d'aller vers quelque chose, en tout cas. Non dans ce que je viens de dire,
j'ai dit qu'au bout du compte, c'est un outil. Donc, par exemple, moi, une fois, j'ai assisté à une réunion, et dans cette réunion, il y avait une question, doit-on initier les femmes? Bon. Eh bien, on s'aperçoit que les questions qui sont posées aux loges sont des questions quasiment bidons, que de toute façon, les décisions sont déjà prises en lieu, et que, au bout du compte, on ne peut pas vraiment dire que les francs-maçons sont à l'origine de ceci ou de cela, puisque déjà, ceux qui sont vraiment maçons, on les compte sur les doigts de la main. La plupart n'ont pas de culture générale suffisante pour pouvoir valider ou non une loi. Hein. Donc, leur avis compte pour du beurre, hein, ou alors on va les écouter, merci, très bien, comme les sondages sur Internet, cochez là. Hein, hein. Et tout est déjà décidé en amont. Hein. Et la question, elle est là pour valider ou pour renforcer une décision qui est déjà prise. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une volonté sinon ce serait inquiétant. On aurait donc des gens qui n'ont pas de culture générale, qui ont un avis à donner en dehors du suffrage universel, hein, et qui influenceraient des lois sans légitimité. Non, c'est tout ça. Si c'est ça, c'est inquiétant, parce qu'au bout du compte, ça autorise l'idée qu'a priori, on est dans un système d'anarchie. Mais non, le système n'est pas fondé sur l'anarchie. Et le maçon de base, il peut donner son avis, mais fondamentalement, ça compte pour du beurre. Parce qu'on voit les lois sont déjà prises. Voilà, parce qu'on voit que les loges sont très actives en matière de proposition de loi, certaines lois... C'est pas les loges, c'est quelques dirigeants. Quelques dirigeants, d'accord. Quelques dirigeants qui vont prendre des décisions et qui vont les faire valider. Hein, et celui qui commence dans une loge à faire du foin, il est dégagé. Hein, donc, les décisions sont déjà prises par une oligarchie. Hein, j'ai expliqué le mécanisme tout à l'heure. Et ceux qui sont autour, dans les différentes loges de France, qui vont donner un avis, s'ils commencent à être un peu trop pervertis ou subversifs, d'ailleurs, c'est simple, hein, vous dites, je fais partie du Front National, eh bien vous ne rentrerez pas au Grand Orient de France. Ah bon? Ah bah Ils font de la discrimination comme ça? Voilà, il y a une discrimination politique au sein des Grands Orient de France. Parce que toi, il y a des francs-mations dans le Front National quand même. Oui, mais pas au Grand Orient. Ah d'accord, parce que Maître Collard, c'est oui, connu, tout à fait. Certains, mais le Grand Orient de France, le Grand Orient de France est une fédération du Parti Socialiste. Donc en tant que le Parti Socialiste, haut et fort, va... on a vu Daniel Keller. Hein, d'ailleurs, un maçon qui fait de la politique n'est pas un vrai maçon. Hein, à la base. Il manifeste dans la... il se lève, il faut voter pour un tel, il faut qu'un tel se retire. Il donne donc des consignes politiques. Ce qui démontre fondamentalement que le Grand Orient de France est une fédération du Parti politique, du Parti Socialiste. À propos de Daniel Keller, c'est marrant, c'est qu'il y a quelques mois de ça, je l'ai vu sur une chaîne de télé où il parlait de l'extrême mauvaise image en fait de la franc-maçonnerie auprès des Français, et qu'il comptait lancer un énorme programme pour réhabiliter entre guillemets les francs-maçons dans le cœur des Français. Alors j'ai vu, il y avait des cycles de conférences, des machins, il a prévu tout un tas de choses. Il paraît très actif sur ce côté-là, Daniel Keller. Daniel Keller n'est plus grand maître du Grand Orient de France. Il n'est plus d'aujourd'hui, ouais. Mais oui, effectivement... peut-être son projet va tomber à l'eau, du coup, mais bon... non, je pense pas, parce que s'ils sont en perte de vitesse sur le recrutement, ça devient problématique. Hein. Alors, moi, je sais que je l'ai rencontré, Daniel Keller, et alors il s'est passé un truc étonnant.
Donc il arrive à Rouen hein, pour parler d'antimaçonnisme, etc. Ah bah, son sujet de prédilection. Voilà. et donc moi j'étais là, il y avait 400 personnes qui étaient là, tout le parti politique était là. Et à la fin, qui veut poser une question? Donc moi évidemment je lève la main, j'étais le seul à lever la main d'ailleurs, tout le monde était timide. Et là je dis voilà, je m'appelle Olivier René, je suis magicien, je ne fais pas de politique, mon métier c'est de faire rire les enfants. J'ai été souvent ennuyé dans mon travail de précipitateur quant à la négociation d'affaires, hein, mais bon, ça m'a plutôt amusé et pas fondamentalement dérangé. Hein, je me suis bien sorti malgré tout. Mais là, je viens de sortir un livre qui s'appelle Gustave Flaubert et le Grand Orient de France, et je ne comprends pas. Pourtant, j'apporte une innovation, une découverte. Mon livre est interdit de vente dans toute la ville, hein, sauf à la librairie de l'Hadès, qui était une librairie musulmane. D'ailleurs, je remercie la librairie, j'en profite pour remercier la librairie d'Hadès de vendre mon bouquin encore aujourd'hui, hein, à Rouen. Hein. Et là, stupeur. Donc, il y avait un monsieur, dont je ne citerai pas le nom, qui me connaît bien, et qui dit « Oh, monsieur René, on vous connaît, vous êtes un artiste, vous avez beaucoup d'imagination, et fondamentalement, je pense que vous fantasmez. Alors, je ne peux pas le prouver, mais vous fantasmez. Très bien. Bon, je ne sais pas... C'est normal. Facile, hein. Il n'a pas prouvé, mais vous voilà, c'est facile. Ça s'appelle bien joué. Hein. Rien à redire. Et là, Daniel Keller, qui lui ne me connaissait pas, se dit quoi, Flaubert franc-maçon, c'est pas possible et tout. Donc il se questionne. Et puis il a quand même, c'est quand même un monsieur qui a de l'empathie et de l'intelligence, hein, qui a une ouverture d'esprit. D'ailleurs, c'est lié à son initiation. Et il comprend tout de suite que ce que je dis est vrai. Et là, il lance le pavé dans la mare, il dit « Monsieur René, le Grand Orient de France va publier votre ouvrage. » Alors là, tout le monde se lève, il bravo, tout, sauf le maire de Rouen, qui lui fait un malaise. Non. Il fait malaise. Et là, il commence à faire, et c'était à lui de faire son discours, et là, impossible de développer un mot. Il était complètement désarmé par rapport à l'engagement, parce que Daniel Keller venait de s'engager devant 400 personnes. Hein. Donc, tout le monde me rassure et tout. Et à la fin, donc, Daniel Keller m'avait demandé d'aller venir chercher sa carte de visite. Donc je viens chercher la carte de visite. Et qu'est-ce qui arrive? Les poings levés, le maire de Rouen, furieux, en public, hein, donc je n'invente rien. Oui, c'est un complotiste, c'est faux, machin truc. Et calmez-vous, monsieur le maire, vous voyez, regardez. Alors, est-ce que j'ai inventé? Sauf que là, lui, il s'entendait pas. Il s'entendait pas. Il voulait me donner sa garde, mais il voulait me dire plus. Je lui ai arraché des mains. En même temps, bon, voilà, donc tout ça est un épisode très drôle lié à la campagne d'antimaçonnisme de Daniel Keller en France, puisque ça s'est terminé à Rouen. Hein, d'accord. C'est un petit épisode rigolo. D'ailleurs, alors ça a été filmé par une chaîne à Rouen, hein, qui a bien évidemment censuré les images et planqué, peut-être même détruites, hein, puisque c'est une chaîne qui est associée au Grand Orient de France. Malheureusement. Encore une fois. Alors, on me dit, Monsieur René, aurait-il des infos sur les liens entre la franc-maçonnerie et les clubs de type Rotary Club, Lions Club, Kiwani Club C'est vrai que ces clubs-là sont souvent accusés d'être liés. On ne peut pas accuser qui que ce soit. On est dans l'effet réseau. C'est-à-dire que vous êtes dans un cercle d'affaires, donc vous avez les cercles d'affaires qui sont autour, et aussi la franc-maçonnerie qui fait partie de tout ça. Donc oui, dans l'effet réseau, hein, c'est un phénomène connu, hein, l'effet réseau. Oui, si vous avez accès à un réseau, vous avez accès à tous les réseaux. Donc il y a une espèce d'endogamie naturelle entre le Lions Club, le Rotary, la franc-maçonnerie, tout ça. Bon, c'est pas déclaré, c'est pas forcément évident, mais dans le phénomène qui s'appelle l'effet réseau, vous êtes dans un réseau, vous êtes dans tous les réseaux. D'accord. Et surtout si vous avez les moyens de payer votre cotisation. D'accord. Parce qu'il y a même ça dans les écoles. Hein. Je veux dire, les Lions Club, ils recrutent dans les écoles et tout à fait logique. Alors, on me dit aussi,
Bonsoir. Savez-vous si René Guénon avait des liens avec le roi Farouk? Alors, René Guénon a des liens avec l'élite initiatique égyptienne, puisqu'il va finir sa vie là-bas. Et donc, il a des liens, effectivement, avec la maçonnerie du Grand Orient arabe, et surtout la maçonnerie égyptienne, hein, bien sûr. Ah, bon, tous les guénonistes, voilà. Oui, mais en même temps, il a quitté une maçonnerie française pour aller se convertir à l'islam en Égypte. Mais en même temps, il était proche de ce milieu mystique, à la recherche de la pierre philosophale, de cette maçonnerie égyptienne, oui. D'accord. On me demande aussi, Gustave Flaubert a constamment dépeint des idiots. Il décrivait les gens bardés de certitude et fermés à la nuance. De nos jours, Flaubert aurait-il soutenu la dissidence ou le conformisme comme Finkielkraut et consorts? C'est une bonne question, parce que c'est pas évident de répondre. Je ne sais pas. Alors là, franchement, oui, effectivement. Il serait mal dans notre époque quand même. On s'y retranscrit déjà. Ce qui est intéressant, dans la nôtre, ce qui est intéressant, c'est l'étude d'Henri Guillemin, cet ouvrage absolument magnifique qui est Flaubert devant Dieu. Hein, c'est le titre de son ouvrage, où il parle de cet épisode où dont j'ai parlé tout à l'heure, où il est avec Zola, Maupassant, et où il s'attaque à l'oligarchie. Hein, et s'attaque aux tyrans du XIXe siècle. Ouais. Et on a vu après ce qui s'est passé. Hein. Zola, en protégeant Dreyfus, se fait virer du pays. Maupassant devient fou et Flaubert meurt d'une hémorragie cérébrale. Est-ce que tout cela n'est qu'une... Voilà, là on peut se poser d'autres questions par rapport à tout ça, quoi. En tout cas, elle a été ruinée. Hein, on me demande s'il y a des dirigeants aujourd'hui qui combattent. Quels sont les dirigeants qui combattent le plus farouchement les plans de la franc-maçonnerie? Mais est-ce qu'il y a des dirigeants qui ont une posture anti-maçonnique aujourd'hui? Il y en a encore? Il peut y avoir des réseaux, des tentatives de réseaux parallèles. Mais tôt ou tard, il y aura forcément des liens. On ne peut pas combattre un réseau par un autre réseau. À un moment donné, il y a toujours la diplomatie qui va se mettre en place et des négociations. Alors, la guerre, ça marche, mais avant la guerre et après la guerre, il y a toujours la diplomatie. Donc, on peut imaginer qu'il peut y avoir des réseaux forts. Donc là, en même temps, je vais citer Civitas, hein, qui, effectivement, met en place un réseau contre la doctrine des sociétés secrètes, hein, qui a un plan fort, mais il faut savoir que au sein du réseau catholique, il y a des francs-maçons associés. Là, on est plus du côté de Collard, d'une franc-maçonnerie associée au rite écossais rectifié et qui défend des doctrines politiques associées au catholicisme. Donc, à un moment donné, même si tout se mélange un peu, Civitas demain prend le pouvoir, il sera obligé, même s'il interdit ses réseaux, de composer avec les catholiques, puisqu'il défend le catholicisme. Hein, il y a une part, on n'a pas trop abordé, bon, on arrive à la fin en plus, mais il y a une part, la part occulte qui est dans la franc-maçonnerie. Comment on peut la définir? Parce que quand on nous dit, par exemple, je prends un exemple, dans une ville, souvent, la franc-maçonnerie a influencé l'architecture, puisqu'on sait... Voilà. C'est pas la franc-maçonnerie qui a... Alors, c'est quoi? C'est les francs... Ah oui, alors c'est-à-dire que les architectes étaient francs-maçons, comment on définit ça? Elle influence l'architecture avec Haussmann, qui... Par exemple. Haussmann se sert de doctrines qui ne sont pas des doctrines maçonniques. On est sur les compagnons... et donc à partir de là, on est sur la construction des cathédrales, mais les cathédrales et l'architecture sacrée, elle n'est pas maçonnique, elle est chrétienne, elle est catholique. D'accord. Mais Haussmann, par exemple, lui, quand il fait Paris... là, on est fondamentalement dans une architecture maçonnique
d'inspiration sacrée. D'accord, voilà, d'inspiration sacrée. D'ailleurs, on a à un moment donné, hein, quand on est devant l'Arc de Triomphe, on voit le soleil descendre au plein milieu. Ouais. Hein, d'ailleurs, il y a une photo, je ne sais pas si on peut la voir, une photo qui nous montre ce moment, qui nous montre l'influence du sacré, donc de la hiéroastronomie, sur l'architecture astronomique, maçonnique. Maçonnique. Voilà. Parce qu'en plus, alors, pour ce qui est de Paris, parce que c'est pareil, paraît-il, était une ville incroyable de symboles maçonniques, Yes, mais bon, ouais. suffit de les voir, mais on a quand même l'Arc du Carrousel, la pyramide du Louvre, Arc du Carrousel, Arc de Triomphe, Arche de la Défense, en espèce de grande ligne comme ça. Alors, semble-t-il, cette ligne... il y aurait comment on appelle ça, le soleil qui aussi, oui, traverserait... Oui, c'est sur l'axe du soleil, hein, tout à fait. Et là, bon, on est sur la base de cette architecture parisienne est associée à Haussmann. Hein, D'ailleurs, sur la rue Murillo, rue Murillo à Paris, hein, on a au 9 de la rue Murillo, rue où a habité Flaubert d'ailleurs, un symbole maçonnique sur le fronton de cet immeuble. Le 9, c'est 90 degrés, le 9, c'est associé à l'angle, hein, et on retrouve, oui, effectivement, dans ces magnifiques immeubles haussmanniens, des symboles maçonniques un peu partout. Un peu partout. Alors, je prends une dernière question. On me dit, la société Fabienne est-elle affiliée à la franc-maçonnerie? Je ne connais pas la société Fabienne. D'accord, une des nombreuses sociétés. On me demande qu'est-ce que vous pensez du transhumanisme? C'est une aberration. C'est une aberration dans la mesure... il y aura toujours des particularités de l'être humain. Il y aura toujours des particularités. Mais dans le fait, si on reste dans le concept naturel de la survie de l'espèce, le fait de mettre ça en avant est en quelque sorte une démarche suicidaire, puisque l'espèce est en danger. Qui est à la base de la survie de l'espèce, c'est la famille. Hein. S'il n'y a plus de famille, si les garçons sont des filles et les filles sont des garçons, si le mariage qui est une doctrine sacerdotale est un mot qu'on met à la poubelle, on se retrouve avec des aberrations que paieront les générations futures. C'est pas nous qui paierons la facture, mais les générations futures paieront lourdement ces imbécilités. Parce qu'il y a une volonté de ça sur le transhumanisme, c'est vrai de nous imposer ça c'est une à travers les films, à travers... Voilà. C'est une imbécilité dangereuse pour la survie de l'espèce. Maintenant, il ne faut pas faire d'homophobie, il faut respecter les différences, hein, mais pour la survie d'une civilisation et de l'espèce, il faut bien considérer qu'il y a deux sexes opposés et qu'à partir de là, il y a la vie qui va naître. Hein. Si on commence à faire l'insémination artificielle, on va rentrer dans un mode de parthénogenèse ou d'absurdité biologique et on va se retrouver avec des monstres. Et ce ne sera pas nous, hein, ce sera les générations futures. Voilà. Et on me parle aussi du Bnei Brit. Alors le Bnei Brit, c'est la franc-maçonnerie juive. Oui. Ils ont une influence plus que les autres ou non? C'est pareil, réseau. C'est un réseau. Hein. Il y a la franc-maçonnerie juive, il y a la franc-maçonnerie arabe, hein, le Grand Orient arabe, il y a la franc-maçonnerie française, il y a la franc-maçonnerie X, il y a la franc-maçonnerie Y. Mais tout le monde travaille ensemble, c'est ça en fait. Il y a un effet réseau. Convergence. Et d'ailleurs, on peut retrouver des paradoxes, parce qu'il y a aussi des francs-maçonneries d'extrême droite, hein, il y a des francs-maçonneries d'extrême gauche, et dans l'effet réseau, ils peuvent se retrouver ensemble. C'est ça qui est rigolo. Ouais, Mélenchon, Marine Le Pen. Voilà, exactement. Ce sera le beau cadeau des francs-maçons en tout cas. Eh ben, merci beaucoup Olivier Rounet. Voilà le livre, je rappelle, donc il est en vente partout. En plus, il y a... Alors il n'est pas en vente partout, il est en vente sur Amazon.fr. Hein. Là, on peut le retrouver. Il est en vente à la librairie française, donc je fais une signature le 8 pour, si les gens veulent me rencontrer à la librairie française. Il est aussi en vente à Rouen, à la librairie d'Hadès. D'accord. Voilà. Et donc dedans, je précise, il y a un DVD. Oui.
Et en plus, il y a les QR codes. Voilà, Très- c'est ça. alors, C'est plus qu'un ouvrage, c'est Voilà. un multimédia. Donc, Exactement. il y a donc ici ce DVD, qui est la conférence que j'ai présentée au musée Flaubert sur le Saint-Simonisme en Égypte. C'est à voir avant la lecture du livre, et pour commencer chaque chapitre, eh bien, il y a un lien internet, Voilà. soit via QR code, soit via Voilà. soit via un QR code, soit Via l'adresse. un lien. Le film va aider à la compréhension, du texte, aider ou apporter une information complémentaire. Voilà. Donc Donc c'est plus qu'un livre. C'est un nouveau livre. C'est un nouveau genre de livre, on va dire. Voilà. Ouais. Donc avec de l'internet, Voilà. DVD, etc. Il y a de l'image animée quoi dans le livre. Voilà, tout à fait. Et ben merci beaucoup. C'est très gentil de m'accueillir. D'ailleurs, je précise, il y a 3 volumes, ça c'est le premier. Alors voilà, il il y aura même 4 volumes. y en aura même 4 au bout. Le premier, c'est Gustave Flaubert, le grand tour de France. Le deuxième, c'est le voyage en Égypte de Gustave Flaubert. Le troisième, c'est l'enfance initiatique, l'enfance initiatique de Gustave Flaubert. Et le cinquième, c'est Gustave Flaubert et la religion des Égyptiens, où je montre, je mets en avant un document qui donne les clés du culte de Mitra. Voilà. Et ben encore l'occasion de se revoir. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir à tous les métanautes. Au revoir à la régie. Au revoir à tout le monde qui nous regarde. On se retrouve normalement mercredi, si tout va bien. En plus, mercredi, on va reparler de Adolphe Thiers et de John Lou avec Pierre Jovanovic. Donc, on va revenir encore sur Adolphe Thiers. En tout cas, vous savez très bien que forcément, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao tout le monde.